Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Thread d'horreur. Dans cette vidéo, je vais vous raconter deux histoires où deux jeunes femmes ont vécu un véritable cauchemar. Dans la première histoire, Emma nous raconte ce qui lui est arrivé lorsqu'elle a fait son tout premier test gynécologique chez son médecin traitant. Alors que dans la deuxième histoire, Céline nous raconte comment elle a pu se rendre compte que son petit ami, qu'elle aimait plus que tout, est en vérité un véritable connard. Mais avant de te laisser, je te propose de t'installer confortablement, de baisser la luminosité de la pièce, et une fois que c'est fait, on est enfin prêt pour directement passer à la première histoire, qui est l'histoire d'Emma. Aujourd'hui, Emma a 35 ans, mais l'histoire que je vais vous raconter s'est passée quand elle avait 14-15 ans, soit il y a plus ou moins 20 ans. Mais Emma nous dit que son souvenir est aussi frais et clair, comme s'il datait d'hier. Emma nous dit qu'elle a arrêté de penser à cette histoire depuis plusieurs années, jusqu'au moment où elle est tombée sur la plateforme Reddit. Et après avoir lu plusieurs histoires que d'autres personnes ont vécues, elle s'est dit que son histoire avait également le mérite d'être racontée aux gens. Tous les membres de la famille d'Emma consultaient le même médecin, et ce pendant de nombreuses années, pour tout ce qui est de leurs petits besoins médicaux. Nous appellerons ce médecin le docteur D. Emma nous dit que ce médecin est dans la famille depuis tellement d'années qu'il était même présent à la naissance d'Emma. Et apparemment, il l'aurait même tenue dans ses bras alors que Emma n'était qu'un nouveau-né. Et à partir de ce moment-là, Emma le verra pour tout. À chaque fois qu'elle tombait malade, qu'elle devait prendre un rendez-vous médical, pour tous ses vaccins, etc., etc. Selon elle, il était donc tout à fait normal d'aller consulter ce médecin pour son tout premier test PAP. Le test PAP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un examen où le médecin ou le gynécologue prélève des cellules du col de l'utérus pour prévenir de toutes sortes de cancers de l'utérus. Emma nous mentionne tout de même qu'elle venait tout juste de commencer à devenir sexuellement active avec son tout premier petit ami. Emma nous dit qu'il fallait absolument faire ce test PAP au cours d'éducation sexuelle, à l'école. Il faut savoir que ce test n'est en aucun cas douloureux, mais il peut être un peu étrange, inconfortable et même invasif, car il nécessite l'insertion d'un objet à l'intérieur pour prélever l'échantillon. En dehors de cela, il faut juste savoir que c'est une procédure assez rapide qui peut seulement prendre 1 minute à 2, du début à la fin, ce qui est assez rapide. Cette information est à garder pour plus tard. Il est donc important de noter ici qu'avant même d'arriver à son rendez-vous, Emma était anxieuse. Elle nous dit qu'elle était un peu paniquée et très mal à l'aise par rapport à la situation. Elle n'avait que 14 ans. Elle nous dit qu'elle était un peu comme les autres filles de son âge, qu'elle ne se sentait pas spécialement très à l'aise avec son corps qui était toujours en pleine croissance. On peut donc dire qu'elle avait un peu une mauvaise image de soi-même. Elle nous dit qu'elle portait généralement des vêtements très amples pour cacher tout signe de féminité au monde extérieur, comme les seins qui commençaient à se former. D'où l'idée qu'Emma devait faire un test qui l'obligeait à se déshabiller à partir de la taille, à s'asseoir sur un banc avec les deux jambes grandes ouvertes, seulement pour qu'un adulte totalement au hasard se mette face à ça et commence à tripoter là-bas. Cela lui semblait être la dernière chose au monde à laquelle elle voulait être confrontée. Mais elle avait finalement pas trop le choix. À savoir aussi, c'est que de nombreuses personnes ont quand même conseillé à Emma, si jamais elle voulait se sentir plus à l'aise, c'est de se diriger vers une doctoresse. Emma nous dit qu'elle a beaucoup réfléchi à cette option, mais pour une raison quelconque, elle a refusé et préférait prendre son médecin traitant. Comme elle l'a toujours fait. Elle veut dire par là que c'est son médecin, qu'elle le connaît depuis qu'elle est née, et que donc c'est tout à fait naturel de continuer à le voir et de traiter ce rendez-vous comme il l'aurait traité n'importe quel autre rendez-vous. Anxieuse, Emma nous dit quand même qu'elle a 100% confiance en son médecin traitant, qu'il est très professionnel et qu'il se comportera probablement d'une manière qui calmera Emma. Mais elle ne sait pas à quel point elle avait tort. Pour arriver chez son médecin, elle lui explique pourquoi sa venue. Alors là, le docteur D demande de tout enlever de la taille aux pieds, de s'allonger sur le lit, de mettre le drap blanc sur ses genoux et de l'attendre le temps qu'il prépare tous les ustensiles. Emma nous dit qu'elle fait tout ça, en sentant pertinemment bien que son visage commençait déjà à être rouge vif. Mais elle fait ce qu'il lui demande, précipitamment, car elle nous dit qu'elle a hâte que ça se termine rapidement. Lorsque le médecin contourne le rideau,
Il s'assoit sur un petit tabouret, juste entre ses jambes. Il enlève le drap et regarde Emma, avec un grand sourire sur le visage. Il a ensuite commencé des conversations avec Emma à propos de sujets pas du tout pertinents par rapport à la situation actuelle, ni à quoi que ce soit qui a à voir avec Emma ou toute information médicale la concernant. Elle se souvient juste qu'il avait choisi ce moment-là pour discuter de choses totalement insignifiantes, comme « Alors, comment va la famille ? Tu es en quelle année à l'école maintenant ?» et d'autres choses de ce type. Honnêtement, Emma nous dit qu'elle n'avait pas du tout envie de l'écouter à ce moment-là, car la seule chose qu'Emma avait envie, c'était de lui crier de continuer et de se dépêcher, et qu'elle n'a pas du tout envie de discuter avec lui tant que ses parties intimes sont juste en face de son nez. Alors qu'il discute tranquillement avec Emma, qu'il fait des allers-retours entre contacts visuels avec Emma, et un large sourire suivi d'un regard profond et pénétrant directement vers ses parties intimes. Il pose soudainement sa main sur la cuisse d'Emma. Et il le fait très délicatement, doucement. C'est presque comme s'il posait sa main juste là, pendant quelques secondes. Mais il faut savoir que cela a fait sursauter Emma. Mais le docteur D ne semble pas avoir remarqué et continue de parler à Emma. Et là, Emma s'est rendu compte qu'il a commencé à faire tourner son pouce sur l'intérieur de sa cuisse comme pour faire une longue et douce caresse. Immédiatement, des sonnettes d'alarme se mettent à sonner dans sa tête. Elle se dit « Mais que fait-il » L'action était presque comme s'il essayait de calmer ou de détendre Emma, de n'importe quelle manière possible. Un peu comme la façon dont une mère pourrait utiliser sa main pour caresser le dos de son enfant dans le but de le calmer ou de l'apaiser. Mais pourquoi ? Pourquoi faire ça à Emma ? Peut-être que le docteur D s'est rendu compte à quel point Emma est extrêmement mal à l'aise face à la situation, malgré tous ses efforts pour ne pas le laisser paraître. Et même si c'était une évidence pour le docteur D, est-ce normal qu'un médecin fasse cette action apaisante sur un patient ? Et en plus de ça, combien de temps cette foutue consultation va-t-elle encore durer ? Emma pensait que c'était censé être une procédure très rapide. Et c'est à ce moment-là qu'Emma s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas dans cette situation. Et c'est à ce moment-là que Emma nous dit qu'elle a commencé à douter sur le docteur D, que ses intentions n'étaient pas bonnes, ou peut-être inappropriées à la situation, parce qu'il a commencé à déplacer lentement sa main le long de l'intérieur de sa cuisse, vers sa zone privée, la caressant toujours avec son pouce et en gardant le contact visuel, tout en progressant lentement avec sa main directement vers ses parties intimes. C'est lorsque la main du docteur D a atteint sa destination que les jambes d'Emma ont commencé à trembler de manière incontrôlable. Emma nous dit qu'elle ne pouvait tout simplement pas s'arrêter de trembler, tellement qu'elle avait peur. Puis, 2 secondes plus tard, les larmes ont commencé à se former et à couler le long de son visage, alors qu'elle laissait s'échapper un léger gémissement. Bien sûr, le docteur D l'a immédiatement remarqué. Mais il ne s'arrête pas. Il ne recule pas, comme on l'aurait espéré dans ce genre de situation. Non, il continue juste à le faire plus intensément. Et lui dit « Tu trembles ? Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi te sens-tu si nerveuse ? Ne sois pas nerveuse, ma chérie. Essaye juste de te détendre. Tu verras, tout ira bien. » Et ça, tout en continuant de la caresser. C'était presque comme s'il croyait que ses paroles et ses gestes faisaient en sorte de détendre Emma. Alors que non, c'était tout le contraire. Mais pour une raison quelconque, Emma ne dit pas un mot. Elle ne lui dit même pas d'arrêter ou de reculer. Elle ne bouge pas un muscle, mis à part les tremblements incontrôlés de ses jambes. Mais ce qui est encore plus déroutant dans son comportement et sa réaction, c'est qu'elle essuie vite ses larmes pour éviter que le docteur D s'en rende compte. Parce que pour une raison quelconque, à ce moment-là, Emma se sent extrêmement mal pour le docteur D. Parce qu'elle avait peur que ses larmes et sa détresse rendraient son travail plus difficile, d'une manière ou d'une autre. Emma nous dit qu'elle ne sait pas pourquoi elle a pensé et réagi de cette manière. À part le fait que c'était juste une fille de 14 ans, totalement paniquée, qui ne savait pas du tout comment réagir face à cette situation.
Et surtout parce que c'était une personne qu'elle connaissait depuis toute petite, qu'elle admirait et qu'elle a toute confiance en lui depuis très longtemps. Quoi qu'il en soit, Emma nous dit qu'elle est extrêmement soulagée du fait que le docteur D a réellement fait le test et que cette histoire ne se termine pas par une sorte d'agression sexuelle ou quoi que ce soit de cette nature. Cependant, le docteur D a réagi d'une manière complètement inconsciente face à la détresse d'Emma tout le long de cette consultation. Durant tout l'examen, le docteur D a agi comme s'il faisait rien de mal, comme si tout était normal. Surtout qu'Emma nous le rappelle, et qu'elle nous l'avait bien mentionné, que c'est une procédure qui dure généralement 1 à 2 minutes, maximum. Elle est restée sur cette table 15 minutes avec lui. Ce qui n'est quand même pas long, mais pour Emma, à ce moment-là, cette consultation a pour elle duré une éternité. Mais vous savez c'est quoi le pire? Dès qu'elle est rentrée chez elle, Emma a fondu en larmes dans les bras de ses parents. Et évidemment, elle a commencé à tout leur raconter. Aussi paniquée qu'elle était, en quelques secondes, dans les bras de ses parents, elle a commencé à se sentir mieux, sachant simplement qu'elle était de retour en sécurité. Mais en sachant aussi qu'une fois qu'elle aura fini de raconter tout ce qui s'est passé à ses parents, il saurait quoi faire pour y remédier et lui offrir tout le confort dont elle a besoin. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas du tout ce que Emma a eu. Ce qu'elle a eu, c'est qu'elle a immédiatement été poussée de l'entrainte de ses parents. Puis, elle a immédiatement eu la plus grande engueulade de toute sa vie. Les parents n'ont pas cru un seul mot de ce qu'elle a dit. En fait, ils étaient tellement en colère contre Emma, ils pensaient qu'Emma avait inventé n'importe quoi sur le médecin de famille en qui ils avaient entièrement confiance. Et ils savaient pertinemment bien que leur médecin, le docteur D, ne ferait jamais une chose pareille. Ensuite, ils ont dit à Emma d'arrêter de pleurer et l'ont immédiatement punie. Emma nous dit qu'elle était complètement sous le choc. Encore actuellement, elle ne sait pas c'est quoi le pire. Son médecin faisant ce qu'il a fait, ou la réaction de sa propre famille face à la situation. Les deux expériences ont fini par profondément blesser Emma. Donc Emma n'a jamais rien dit à personne d'autre de ce qui s'est passé lors de cette consultation. La seule chose qu'Emma avait en son pouvoir, c'était de prendre la décision de ne plus jamais retourner voir le docteur D. Emma nous dit qu'il y a eu de nombreuses fois où elle a hésité de se rendre à la police, craignant particulièrement pour le bien-être de toutes les autres femmes dont il avait la garde. Mais après la réaction de ses parents, elle s'est convaincue que prévenir la police n'allait servir à rien. Emma nous dit qu'elle espère sincèrement qu'il n'est rien d'arrivé d'horrible à d'autres jeunes femmes, suite à son expérience chez le docteur D. Et voilà les amis, c'est la fin de cette première histoire. J'espère sincèrement que cette première histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Dans l'espace des commentaires, je lis absolument tous vos messages et ça fait super plaisir. Et une fois que c'est fait, on peut directement passer à la deuxième histoire. Céline a 34 ans et l'histoire qu'elle a vécue s'est passée quand elle en avait 16-17. Il y a de nombreuses années, Céline sortait avec un jeune garçon qui avait plus ou moins le même âge qu'elle. Ils s'entendaient plutôt bien. Il s'était présenté de manière gentleman, hospitalier, gentil et aimable. Mais avec du recul, les choses ont dérapé assez rapidement. Ils sont passés d'amis à couple très fusionnel en moins d'un mois. Selon Céline, un peu trop rapide pour réellement connaître la personne. Céline nous dit qu'ils se voyaient quotidiennement et qu'ils traînaient principalement chez lui. Au début, ça plaisait à Céline car elle nous dit qu'elle est assez introvertie et que le fait de rester enfermée, ça lui plaisait. Quelques mois après le début de leur relation, Céline se demandait quand même pourquoi il restait toujours enfermé chez lui et qu'il ne quittait jamais la maison. Pourquoi ne pas sortir pour essayer de nouvelles choses, trouver de nouveaux passe-temps? Ses réponses étaient toujours vagues. Il essayait toujours de réorienter la conversation, en pensant que Céline était complètement stupide et qu'elle ne comprenait pas que c'était une technique d'évitement. Et c'est à ce moment-là que Céline a commencé à devenir curieuse. Et à partir de là, ça s'est dégradé. Ça s'est vachement dégradé.
Céline nous dit qu'habituellement ce n'est pas spécialement une personne très intrusive, mais étant donné que c'était sa petite copine, elle avait quand même le droit de demander pourquoi il s'isolait autant. Après quelques légères interrogations pendant plusieurs semaines, elle a remarqué que son copain commençait à créer de la distance. Ce changement visible était difficile à ignorer et a largement confirmé ses soupçons. Mais Céline nous dit qu'elle va pas prendre de décision seulement basée sur des hypothèses. Mais attention, Céline nous dit qu'elle a vraiment honte de l'admettre, mais une nuit, alors que son copain dormait, elle a été fouillée dans son téléphone. Céline nous dit qu'elle reste quand même bien dégoûtée d'avoir fait ça, malgré le fait qu'elle ait trouvé la preuve à 100% qu'elle était la nana du côté. Le plan B. Elle nous dit qu'elle ne pouvait pas y croire. Et d'ailleurs, elle ne peut toujours pas y croire. Elle était quotidiennement avec cette personne. Cela confirmait évidemment pourquoi ils étaient autant confinés chez lui. Mais le pire dans tout ça, c'est que l'autre fille n'avait aucune idée de l'existence de Céline. Il était environ 2h du matin quand Céline a fouillé dans son téléphone. Céline nous dit bien évidemment qu'elle ne pouvait pas dormir à côté de lui le reste de la matinée. Alors elle s'est levée tranquillement, elle a fait ses affaires et elle est rentrée chez elle. Le lendemain, Céline nous dit que son copain a très probablement compris ce qu'il s'était passé. Cependant, il ne l'avait jamais contactée pour savoir pourquoi elle était partie. Les choses sont restées très silencieuses toute la journée. Puis, Céline nous dit qu'elle a reçu un appel téléphonique plus tard dans la soirée. Et là, elle l'a confronté. Encore une fois, Céline nous dit qu'elle a honte de ce qu'elle a fait. Tout simplement parce qu'elle a fait des photos, des preuves. Car elle savait pertinemment bien qu'il allait essayer de lui faire croire qu'elle a tort. Mais elle nous dit que la fureur dans sa voix se faisait ressentir. Et qu'il fait ce qu'un agresseur commun aurait fait. Il lui a reproché d'avoir fouillé dans son téléphone tout en ignorant son infidélité. Elle nous dit que sa réaction était complètement pathétique. Il avait créé une illusion dans laquelle Céline allait contacter l'autre fille pour lui raconter tous ses méfaits, toutes ses infidélités, tous ses mensonges. Céline nous dit qu'il avait très envie d'en avertir l'autre fille, car en fouillant dans les messages, elle s'est rendue compte que l'autre fille ne savait absolument rien de la situation. Elle était tout simplement totalement inconsciente de ce qu'il se passait. Mais Céline s'est dit qu'elle finira tôt ou tard par le découvrir. Elle nous dit quand même qu'elle regrette fortement de ne pas l'en avoir informé. Mais sa décision est sa décision et on ne la changera plus. Et c'est à partir de ce moment-là que commence le véritable cauchemar. Il était tellement paranoïaque et confiant qu'il était sûr à 100% que Céline allait contacter sa nouvelle petite copine. Qu'il l'appelait constamment, quotidiennement, en lui faisant des vagues de menaces. Alors que Céline lui avait clairement dit qu'elle n'allait pas la contacter, car cela ne la regardait pas. Qu'elle finira tôt ou tard par découvrir que c'était un gros connard, trompeur et un gros manipulateur. Ouais. Tout ce que Céline voulait, c'est qu'il aille se faire foutre, qu'il la laisse tranquille et qu'il ne lui parle plus jamais. C'était vraiment sa seule demande. Il a visiblement mal pris les aimables paroles de Céline car il a continué à la harceler. Quelques jours plus tard, les choses ont vraiment commencé à déraper. Sa paranoïa avait dépassé un niveau que Céline n'avait jamais vu auparavant. Il lui avait envoyé un message menaçant qui lui dit « J'ai des photos compromettantes de toi et des vidéos. Si tu en avertis ma copine, je les publierai. » Tout ça parce qu'il croyait que Céline allait ruiner sa relation avec son autre copine. Céline nous dit qu'elle ne pouvait pas croire à cette illusion et à cette petite manipulation. Peu importe ce que Céline lui disait, peu importe comment elle le formulait. Elle a même demandé à sa mère de lui parler. Mais c'était inutile. Céline nous dit qu'elle lui avait envoyé un message, en mentionnant le fait qu'elle n'allait jamais contacter l'autre fille. Mais en revanche, si lui envoyait encore un message, elle appellerait les flics. 5 minutes plus tard, elle reçoit successivement 11 messages, dont plusieurs étaient des photos et vidéos de Céline. Elle nous dit qu'elle n'avait jamais vu ces photos et vidéos auparavant. Celles-ci avaient été prises sans son consentement. Elles étaient extrêmement intimes et compromettantes. À son insu, il avait installé des caméras de surveillance autour et dans sa chambre.
Le problème, c'est qu'il ne s'agissait pas que de simples menaces. Il s'agissait de photos et vidéos qui avaient été mises en ligne sur différents sites de partage. Heureusement, c'est que son ex-copain manquait d'intelligence, car il avait envoyé ses preuves de publication par screenshot. Céline ne pouvait donc rien faire par rapport à ces téléchargements. Elle a donc immédiatement été voir la police, pour réussir à en retirer une bonne partie, mais il n'y a aucune promesse, car une fois la vidéo ou photo téléchargée, elle peut être immédiatement archivée. En conclusion, la police a quand même été très efficace et d'une bonne aide pour Céline. Après que Céline ait porté plainte, le jeune garçon appelait sans cesse Céline, en faisant de son mieux pour s'excuser, suppliant d'abandonner les accusations. Il était tellement pathétique qu'il avait même envoyé sa mère pour demander des excuses auprès de Céline. Céline l'avait prévenue, donc elle agit, et elle a directement été voir les flics, qui ont immédiatement réagi. Cette histoire a fini par être portée devant les tribunaux, et Céline a gagné. Ce n'est pas du tout le résultat que Céline souhaitait, il a quand même dû inscrire son nom dans ce bon vieux registre de délinquants sexuels. Céline nous dit qu'il faut absolument faire attention en qui on a réellement confiance. Elle nous dit qu'en effet c'est assez paradoxal, mais c'est comme ça. Les humains sont des créatures sociales, mais certains humains sont simplement de la pure merde. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, la fin de ces 2 threads d'horreur. J'espère sincèrement qu'ils vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans l'espace des commentaires, je lis absolument tous vos messages. Tu peux également lâcher ton petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait super plaisir. Tu peux également partager cette vidéo à ton entourage dans le but de les prévenir de toutes sortes d'agressions. Et pour terminer, je te propose de t'abonner juste ici, sans oublier la petite cloche de notification qui se trouve juste derrière, c'est super important. Et sur ce les potos, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.